Salut la famille, je vous conforme sur vous et que tout se passe pour le mieux. Moi, c'est Faden et très bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad TV. Alors, si c'est votre toute première fois que de passer par ici, s'il vous plaît, assurez-vous que vous vous êtes déjà abonné et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus jamais rien manquer de nos futures publications. Alors, comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai une très bonne compagnie et je crois que dans les minutes qui vont suivre, il va devoir se présenter pour vous faire savoir qui il est et qu'est-ce qu'il nous amène aujourd'hui. J'aimerais bien partager avec plus d'une personne qui serait connectée en ce moment. Alors, je vais lui donner les soins de pouvoir se présenter. C'est un de nôtres. Je crois que vous avez remarqué au début de la semaine, j'avais déjà fait un post où j'annonçais que j'allais accueillir un homme en uniforme. Et c'est bien de lui qu'il s'agit. Donc, sans pour autant beaucoup plus tarder, je vais dire bonsoir à notre invité et comme ça, il va devoir se présenter. Salut, mon frère. Salut Fadem, comment ça va? Je me porte super bien et très heureux d'être compté parmi nous ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter au devant de milliers de nos followers en ce moment? Je m'appelle Excel Mbaté, je suis d'origine congolaise, de la RDC. Ça fait un bout de temps que je vis ici aux États-Unis et j'ai fait quand même, je peux dire, une affaire de 8 à 9 ans ici aux États-Unis. Et j'ai un travail civil en même temps aussi, je suis militaire, je suis un membre de US Army. C'est ça en gros, quoi. Quand vous parlez d'avoir un travail civil et au même moment servir au sein des armées des États-Unis, c'est quoi la nuance? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Bon, la nuance c'est ceci. L'armée américaine a deux options de travail. Tu peux être un part-time et tu peux être un full-time. Quand tu es part-time, cela te permet d'avoir un full-time du travail civil, quoi. Donc, tu ne viens que dans l'armée s'il y a quelque chose à faire et si vous êtes réquisitionné. C'est ça. Et si tu es full-time dans l'armée, tu es vraiment full. C'est ça ton travail. Donc, tu te lèves de 7h30 et à 16h, tu rentres à la maison. Donc, c'est ça la différence. Quand on est part-time, on est soit National Guard, soit on est Reserve. OK. C'est ça les deux. Yeah. Puisque l'armée américaine a 6 branches. Il y a le US Army, il y a le Navy, il y a Air Force, il y a Guard Coast, Space Force, l'autre là, il y a le Marines. Est-ce que tu peux nous donner la spécificité de chacune de ces unités? En fait, quelle unité fait quoi? Par exemple, bon, tout ce que tu venais de raconter là, je dis le Marines, par exemple, ils sont censés faire ceci, bien ils sont dans ceci ou cela. Bon, on peut dire deux fois, on s'entremêle deux fois. Bon, juste avoir un petit, avoir une petite explication. Je peux dire que comme le Air Force, c'est carrément la force aérienne. OK. C'est carrément la force aérienne. Et si tu prends aussi le Space Force, comment je peux dire, ils se font une complémentarité, mais dans le sens que le Space Force, c'est une nouvelle branche qui a été créée par l'ancien président Trump il y a, je pense, en 2019, je crois bien, ça a été créé. Donc, et leur objectif, c'est, je peux dire, la mission, c'est de avoir des soldats qui peuvent aller sur la Lune. Quelque chose comme ça. Mais pour le moment, ils interfèrent un peu avec ils interfèrent un peu avec l'Air Force. Donc, c'est un peu, on y entre et puis on y sort. Tandis que l'US Army, on peut dire que c'est l'armée de terre. C'est cette branche-là qui a plus de militaires que toutes les branches réunies. Et toi, tu appartiens à laquelle de toutes ces branches que tu viens d'énumérer? Moi, j'appartiens à l'US Army. L'US Army, OK. Alors, pour il y a le Navy, ils sont un peu plus, ce qui est Navy, et ils sont un peu plus, comme le mot l'entend,
ils sont un peu, je peux dire, c'est comme, je peux dire quoi, l'armée l'armée marine. Force maritime, Maritime, oui. La force maritime, oui. Nous avons de bases à travers le monde. Des fois, nous partageons la même base. Okay. Tu peux trouver sur une même base, tu peux trouver US Army, Marines, Navy, sometimes on est sur une seule même base. Et ça dépend d'une location à une autre, puisque l'armée américaine a des bases partout dans le monde. Donc, on peut t'envoyer au Japon, tu peux vivre en Corée du Sud, tu peux vivre en Allemagne. L'Allemagne, quand même, a l'une des plus grandes bases américaines en Europe. Tu peux vivre en Allemagne, tu peux vivre en Pologne, en Italie. Donc, partout, ça nécessite que ta présence y soit par rapport à ton travail. OK. Alors, à entendre tout ça là, ça veut dire que tu as quand même été aux États-Unis depuis un moment. C'est que veut dire que tu as eu d'abord à faire face à certaines réalités avant d'être allié ou bien d'être enrôlé au service militaire américain. Alors, pour quelqu'un qui veut, bien qui arrive à peine aux États-Unis, s'il y a quelque chose que tu puisses leur dire concernant d'abord le service militaire, on va commencer par ça et ensuite on va shift à la vie civile, je veux dire, quelqu'un qui vient, qui a des motivations. Est-ce que tu penses que servir au sein de l'armée américaine serait une bonne opportunité ou une bonne option pour quelqu'un qui serait à peine arrivé aux États-Unis? Bon, en commençant, le service militaire aux États-Unis ici n'est pas obligatoire. Okay. La première chose, c'est pas obligatoire. Et pour être un service member, comme on les appelle ici, il faut au moins avoir 17 ans. À partir de 17 ans, tu es éligible pour être un service member. Donc, tu dois signer un contrat. Mais pour signer le contrat, tu dois avoir l'autorisation de tes parents puisque tu as 17 ans. L'âge de la majorité aussi aux États-Unis pour que tu puisses signer seul, c'est 18 ans. Mais à 17 ans, tu peux joindre l'armée américaine. Donc, le processus. OK. Pour commencer en ça, pour d'abord entrer, il y a d'abord de préalables. Donc, tu dois d'abord faire tes recherches à toi. Comme moi aussi, je l'ai fait quand je suis venu aussi aux États-Unis, en quittant le pays, venir ici. Bon, ça a été un challenge, un big challenge que je savais que non, ça allait réussir un jour ou un autre. Et j'ai fréquenté un community college en North Carolina, à Charlotte. Et puis, j'étais en train de penser un peu, OK, je voulais un peu évoluer dans le domaine de la logistique. Étudier tout ce qui est logistique, tout ça, le transport, ça m'intéressait. Bon, ça donne aussi beaucoup d'opportunités ici. Je me suis dit, bon, il faut peut-être aller aux études, étudier et puis avoir peut-être un diplôme pour ça et puis chercher du travail. Mm-hmm. Et puis un bon jour, je circulais au sein du collège là, j'ai vu un flyer de l'US Army et qu'ils ont mis qu'ils avaient des jobs open. Donc ils ont toutes les formations possibles. Donc tout le travail que tu peux trouver dans la partie civile, tu le trouves aussi au sein de l'armée. Okay. Mais avec des conditions. D'abord, pour être dans l'armée, il y a des conditions. C'est pas comme si tu vas dans un travail civil, tu fais une application et puis on te prend. Non. Dans l'armée, c'est un peu différent, quoi. J'ai vu le flyer, j'ai trouvé ça, c'était intéressant, quoi. Je me suis documenté moi-même. J'ai trouvé sur Internet, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai vu que non, ok, c'était vraiment abordable. Et puis, c'est un training qui est free. On te traîne, tu ne payes rien. On te paye pour apprendre. Pour ton training, pour apprendre. Et puis, je suis allé trouver un recruteur. La première des choses pour aller dans l'armée, il faut d'abord trouver un recruteur. C'est lui ton point de contact avec l'armée. Un recruteur. Comment vous entrez en contact avec? Vous avez toutes ces informations sur le flyer? Vous avez toutes les informations sur le flyer et vous avez toutes les informations quand vous allez sur le website de l'armée. Que ce soit US Army, que ce soit Navy, quand vous êtes dans leur website,
il y a une partie là, on dit chat, où tu peux Écrire, ta question, écrire ta question et puis ils vont te répondre. Et puis, ils vont demander ta localisation par rapport à la ville où tu vis et tu auras des adresses des agences de recrutement. OK. Là, et tu auras les adresses des agences de recrutement avec le numéro de téléphone. Donc, c'est à toi d'appeler ou de partir directement. Ou de partir directement à leur office. Donc, tu as le choix, tu peux appeler pour avoir rendez-vous. Et puis, tu pars causer. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai trouvé un recruteur. J'ai vu d'abord que non, l'armée américaine on a deux types de soldats. On a ceux qui sont full-time et ceux qui sont part-time. Alors, allez-y. Oui, moi, j'ai dit que bon, comme je suis en train d'étudier, moi, je vais aller part-time. Donc, en allant part-time, ça me permet d'avoir mon travail dans le civil, d'avoir le temps d'aller étudier. Et puis, si l'armée a besoin de moi, je peux juste simplement aller, je travaille, et puis je rentre à la maison. Mais sinon, si on t'affectait dans un état autre que celui où toi tu habites, comment ça va se passer dans ce cas-là? Est-ce que tu vas devoir continuer avec ton travail civil ou bien tu vas du coup arrêter avec ton travail civil pour aller justement répondre présent à l'appel de la nation ou de l'État? Bon, oui. Dans ces cas-là, l'armée te donnera une lettre que tu dois montrer à ton travail. Vu que tu es part-time dans l'armée et que l'armée a besoin de toi pour je peux dire, pour faire un service, comme dans le cas du Corona. Comme dans le cas du Corona, l'armée avait réquisitionné certains part-time soldats qui sont partis comme full-time. Et ce n'est pas simplement en cas d'épidémie, il y a aussi en cas quand il y a, comment je peux dire, état d'urgence. Quand il y a état d'urgence, le gouverneur peut réquisitionner le part-time soldier. Mais dans ces cas-là, des fois, c'est si tu veux bien, si tu veux bien être un volontaire. Puisque dans le part-time, tu dois, comment je peux dire, tu dois être un volontaire par rapport à une mission. Il y a certaines missions qui sont obligatoires, ça prend votre unité, mais même si ça prend votre unité, mais tu peux simplement dire, bon, moi, je vais partir dans cette mission-là. Oh, donc, c'est optionnel, donc ça dépend parfois aussi de ton point de vue, de ce que tu veux, ta décision personnelle. On ne t'impose pas quand tu pars. Oui, non, on ne t'impose pas. Mais il y a, dans certaines choses, on pourra t'imposer, mais dans d'autres, on ne t'impose pas. Alors, lesquelles de ces choses on peut parfois t'imposer ou lesquelles on ne peut pas t'imposer? Ah, bon, on te le dira à l'intérieur. Oh, OK. Mais tu sais, quand je suis venu, moi, tu vois, alors que j'ai compté mes premiers mois ici aux États-Unis, j'avais une idée, au fait, quand j'ai croisé un ami qui était militaire et tout, qui m'avait vraiment encouragé de pouvoir rejoindre le ligne et tout. Alors, moi, j'étais un peu un peu sceptique parce que je me disais, je suis un homme de, entre guillemets, couleur. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de raciste, OK? Alors, je me suis dit, c'est comme si je peux partir, ça c'est bien, mais en cas de quoi, ce serait moi qui serais en première ligne d'attaque. On va m'envoyer au front, aller combattre. Est-ce que c'est tout le monde qui se rallie, qui rallie les services militaires aux États-Unis, qui est qualifié pour aller en guerre n'importe laquelle, ou bien il y a des spécificités aussi qui poussent les décideurs de vous choisir pour aller combattre? Ok, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là dans la tête, surtout pour un immigrant. Quand il entre dans l'armée américaine, quand tu dis à tes proches que non, bon, moi je vais faire des services militaires. Ah non, tu seras la première personne qu'on va te mettre au front. Donc quand il y a une guerre, quand il y a une guerre, c'est vous le premier. Tu sais, cette motivation-là vient du fait de ce qu'on a vu chez nous. Parce que tu vois, chez nous, quand on parle de militaire, c'est que tu es militaire à temps plein. Tu fais que le service militaire.
C'est pas genre, c'est que tu viens de me dire là que, bon, voilà, si tu es part-time, tu peux pas aller en guerre, tu peux être en train de faire autre chose et en cas de besoin, on va t'appeler pour justement aller épauler les autres unités et consorts. Mais de l'autre côté, c'est pas le cas. Donc, c'est pas aussi à tort que les gens là, font cette idée-là. C'est par rapport à ce qu'ils ont vu de l'armée, d'où ils sont venus. Tu vois, donc l'armée aux États-Unis, à t'entendre, bien sûr, il y a quand même une petite différence. Oui. Concernant, j'ai beaucoup de questions par rapport à. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question parce que comme tu as dit, on a un peu cette mentalité-là que bon, tu vas mourir, bon, tôt ou tard, on mourra simplement, mais on va pas te mettre sur la première ligne parce que parce que vous êtes des étrangers qui sont dans la main américaine, c'est vous qui serez en première ligne. Non. Quand on a US Army, on a Navy. Quand on a US Army ici, on a Navy ici, c'est dans ton cœur. Okay. Donc, on est un directement. On forme directement une famille, il n'y a pas de différence. Donc, et en plus, ce que j'allais oublier, l'armée américaine a beaucoup de jobs. Et a beaucoup de jobs et c'est à toi de choisir. Comme j'ai oublié une étape là. Quand tu vois le recruteur, c'est lui qui va te recruter. Vous parlez avec lui, il t'explique comment l'armée fonctionne. Il t'explique le travail qu'il y a au sein de l'armée. Il y a plusieurs travails et ça dépend de ce que toi tu veux. C'est quoi ta vision? Quel genre de travail tu veux faire dans l'armée? Il va voir ça et vous parler. Ok, si toi tu vois que non, je vais aller full-time. Ok, tu dis ok, moi je suis un recruteur full-time. Je ne recrute que de full-time soldats. Ok, vous continuez la procédure avec lui. Si tu dis que non, bon, toi, je vois ta vision est d'aller part-time parce que tu veux aller étudier. Il va directement t'orienter chez un recruteur part-time. Comme dans l'US Army, nous avons deux branches qui sont part-time. Il y a le Reserve et National Guard. Le National Guard, c'est pour les states. Chaque state a le National Guard. La même chose aussi pour le Reserve aussi. Le Reserve, c'est un peu plus au niveau fédéral et puis le National Guard, c'est un peu au niveau des states. Mais on est les deux components, on est part-time. On n'est pas full-time. Tu choisis le travail, mais quand tu choisis, tu fais d'abord un test. On a le ASVAB test. C'est un test là qui te prend à peu près, je pense, 5 heures du temps, oui. 4 heures ou 5 heures du temps. Ça englobe un peu tout. Écrit ou quoi? C'est un test que tu fais à la machine, à l'ordinateur. Donc, il y a la mathématique, il y a la géométrie, il y a l'anglais, il y a, comment je peux dire, la phraséologie à l'intérieur. Il y a la mécanique à l'intérieur. Donc, ça englobe un peu beaucoup de choses. C'est en 10 parties. C'est 10 parties. Donc, 5 heures du temps, c'est énorme. Colossal. Ça dépend 5 heures du temps, c'est colossal. Et puis, c'est à travers ces tests-là, c'est ces tests-là qui va déterminer ton entrée dans l'armée. OK. Ouais. Donc, il y a un score. Il y a un grade là qu'on va te donner quand tu vas faire ton test. Quand tu finis le test, tu sors, on te donne une enveloppe. En sortant de l'endroit où tu devais passer, de l'endroit de l'examen, tu vas voir dans l'enveloppe si tu es admis au sein de l'armée ou pas. Directement, tu as le résultat. Quand on te donne le résultat, tu dis... Oui? Allez-y. Oui. Quand on te donne le résultat, on te signale même que non, le score que tu as eu, avec ce score ici, tu es éligible pour faire le Navy, pour faire l'US Army, pour faire Air Force, pour faire Guard Coast, même si les Guard Coast, ils sont un peu difficiles à voir. Donc, tu es éligible, quoi. Si ton score est low, ils vont te dire que non, tu n'es pas éligible. Donc, tu devras encore repasser un autre test. Et puis, repasser un autre test, tu dois attendre, je pense, 3 à 6 mois après pour revenir faire encore un autre. Donc, ça se voit clairement que pour faire l'armée aux États-Unis, il faut être quelqu'un de qualifié parce que tu sais, tu vois, il y a certains clichés que tu vois, non? Les gens se sont créés. Moi, je me souviens que quand j'étais chez moi, quand tu apprends que ton frère ou ton ami s'est enrôlé dans l'armée,
tu te dis que, mais comment tu peux faire ça? C'est un peu comme si c'était un raté de la société. Il n'a rien pu dans la société. Alors, il se dit, mais en fin de compte, il vaut mieux que je fasse ne serait-ce que ça. À la base, c'est pas forcément parce qu'on aime vraiment servir son pays en étant plutôt militaire, mais c'est plutôt par contre parce qu'on n'a pas trouvé mieux que ça. Alors, on se dit, bah, écoute, vaut mieux me lancer dans ça et puis voilà, comme ça, gagner ma vie si je le peux, ainsi de suite. Mais alors, comme je vais te renvoyer un petit peu en arrière. Quand tu as dit que tu nous as parlé de l'âge minimum pour accéder à l'armée aux États-Unis, tu as parlé des 17 ans pour les enfants mineurs et on a besoin d'une lettre d'approbation. De l'accord parental. Oui, de l'accord parental. Oui. Et si tu veux t'engager librement, il faut avoir minimum 18 ans. Alors, c'est quoi? Y a-t-il un âge maximum où tout le monde, même à 100 ans, voilà. Oui, il y a. Chaque branche a un minimum, un maximum par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, tout ça. Okay. Pour tout le monde, c'est 17 ans, l'âge minimum. Pour, je peux dire pour l'US Army, l'âge maximum, c'est 35 ans. Oh, à 35 avant ans. Avant tes 35 ans, tu es éligible. Okay. Quand tu as déjà, avant tes 35 ans, tu dois être déjà à l'intérieur. Donc, quand tu as 34 ans, c'est bon. Puisque quand tu as 34, exemple, si cette année ici, tu as 34 ans et que tu veux joindre l'armée pour l'année prochaine, donc tu fais, par exemple, la procédure, tu commences à procéder, par exemple, au mois de, je peux dire, tu es né au mois de janvier et que tu commences ta procédure durant au mois de, je peux dire, septembre. Donc, septembre. Septembre. Donc, dans ce temps-là, c'est bon, puisque quand on va t'envoyer pour faire ta formation, peut-être s'il y a opportunité, des fois, ils te disent après 30 jours, on peut t'envoyer pour faire ta formation. Si ça coïncide avant tes 35 ans, mais tu es déjà à l'intérieur, c'est bon. Il y a aussi, tu peux même avoir 35 ans, 36 ans, mais comme si tu n'as jamais fait l'armée avant, tu peux avoir quoi, comment on appelle ça, un waiver, donc une dispense. Mais ça doit être signé par un haut gradé. OK. Donc, on te dispense par rapport à ton âge. Vu que tu n'as jamais fait l'armée avant, on voit bien ton background, donc on check ton passé, tu n'as pas de criminal record, tu n'as rien du tout. Bon, OK, comme ça, on te donne cette facilité-là pour entrer, quoi. Donc, mais c'est ça l'autre condition. Tu avais parlé, est-ce que tu peux nous parler de manière assez brève des conditions? Parce que là, tu effleures à peine ça et là, des petites conditions. Parce que tu as dit, c'est pas comme quand il faut aller chercher le travail au sein de l'armée, on ne te recrute pas, ça ne se passe pas, le processus de recrutement ne se passe pas un peu comme ça se passait du côté civil. C'est-à-dire qu'ici, au-delà de tout ce que tu peux réaliser comme grade et tout ça, il y a aussi un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Est-ce que tu peux nous donner ne serait-ce que 2 ou 3, 4 conditions? OK. L'âge, d'abord, on élimine d'abord l'âge. L'âge, je dis 17 ans à 35 ans pour l'US Army. Il y a d'autres qui vont juste 17 à 28 ans. OK. La deuxième condition, il faut avoir un background clean. Deuxième condition pour entrer dans l'armée. Donc, tu n'as jamais été arrêté. Tu n'as jamais été arrêté. Tu n'as jamais fait la prison. Donc, tu n'as jamais été dans des choses... l'abus de drogue. Oui, dans l'abus de drogue. Donc, tu n'as jamais évolué hors la loi. Et regarde, ça aussi, c'est notre condition. La troisième condition... Attends, je t'arrête un moment. Quand tu dis ne pas se faire arrêter dans sa vie, est-ce que quand on t'accorde un petit ticket, quand on t'accorde un petit ticket parce que tu as speed up, ça aussi ça compte ou bien ça compte pas? Bon, si tu as, oui. Si tu as speed up, si tu as eu un ticket, il faut dire que tu as eu un ticket. Maintenant, ils vont voir ces tickets-là. Puisque quand ils vont mettre ton social security, ils vont tout voir. Oui, donc ils vont voir, OK, que j'ai un ticket. Ils vont voir, OK, un ticket de quoi? De speed. Donc, ils vont maintenant voir ça. Est-ce que c'est arrivé jusqu'à la cour? Donc, ils vont voir et puis ils vont te dire si c'est bon ou pas.
Alors, pour expliquer un peu aux amis, parce que nous parlons des tickets, c'est pas quelque chose de vraiment commun partout au monde. Donc, ça, c'est une réalité américaine. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais du reste, d'où moi je suis venu, il n'y a pas de tickets qu'on sort. Alors, les tickets, c'est justement par rapport à la régulation routière. Tu vois, on t'accorde un permis, tu dois conduire, mais seulement tu ne conduis pas seul. Donc, autour de toi, il y a d'autres conducteurs, en tout cas, il y a beaucoup de trucs autour de toi. Donc, il y a des personnes civiles, il y a tout le monde, il y a des voitures, il y a les biens publics et tout ça là. Alors, tu es censé conduire en toute conscience et bien conduire. Alors, si tu te mécomportes sur la chaussée, il y a les agents les agents d'ordre, donc je vais dire la police routière, qui est censée normalement réguler toutes ces choses-là. Alors, dès que tu tombes dans un délit, et par rapport à la gravité de ces délits, on peut t'accorder un ticket et ça peut aller jusqu'à la révocation de ton permis. Donc, tu ne sauras plus conduire pendant un moment. Et il y a ces gens-là à qui on a retiré le permis. Ils roulent avec des motocycles. Comment on appelle motocycle? Tu vois il y a un peu genre un vélo, mais vélo électro-something. Tu vois, ça roule tellement à peine. Donc, c'est pour justement te causer justement du tort, en fait, parce que tu t'es mécomporté. Par la suite, tu sais que prochainement, je vais vraiment veiller sur moi-même quand je serai en train de conduire. Donc, quand tu fais des bêtises en route et que l'on te surprend par la police, et on peut t'accorder un ticket. Et généralement, quand on t'accorde un ticket, tu peux aller jusqu'au niveau du tribunal pour justement challenger cette décision du policier qui t'avait interpellé. Et puis voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des tickets. Donc je voulais justement donner un petit détail à propos de ça. Et vous pouvez continuer comme ça avec les conditions que vous parlez. Et notre condition, il faut être américain. Oh, donc pour s'enrôler au service américain, il faut impérativement être américain. Il faut premièrement être américain. La première condition qu'on va te poser, tu es américain. Et la deuxième condition par rapport à la nationalité, il faut avoir la green card. Ah, ok. Donc, en dehors du fait d'être citoyen, tu peux aussi être résident permanent. Tu peux avoir la green card qui est la résidence permanente. Donc, si tu as la résidence permanente, tu es éligible pour faire ton entrée dans l'armée américaine. Ok, merci beaucoup pour ça. Alors, j'ai entendu dire qu'avec un titre de résident permanent, ça t'accorde, quand tu t'enrôles au fait au service militaire, ça te donne plutôt la possibilité de pouvoir acquérir la citoyenneté dans un délai assez bref. Est-ce vrai? Oui. Tu as déjà, quand avec ta green card, tu entres dans l'armée américaine, ça t'ouvre la route pour ta naturalisation dans un délai qui n'est pas comme dans l'autre partie, dans le processus normal, quoi. Donc, ça sera dans un bon délai. Tu as une idée sur combien de temps ça peut prendre en moyenne? Bon, d'une personne à une autre. Donc, il y a de ceux-là ça peut prendre, je peux dire, une année. OK. Après, donc après, puisque tu dois d'abord faire le training, on doit d'abord t'envoyer pour la formation. Tu dois finir toute ta formation. Peut-être qu'on va t'envoyer là où tu dois travailler, dans ce qu'on appelle duty station. C'est là ton lieu de travail si tu es full-time. Si tu es part-time, quand la formation est finie, tu rentres chez toi à la maison. Et puis tu attends la procédure qui va jusqu'à la fin, quoi. Mais ça peut prendre une année. Donc, et sinon, la formation prend généralement combien de temps pour un novice? La formation prend pratiquement 4 mois. D'abord pour l'entrée, là, on te forme pour être militaire. Ça peut te prendre 3 à 4 mois. OK. Non, pour la formation d'être militaire. Après ça, tu vas faire maintenant la formation par rapport au travail que tu as choisi. Donc, d'un travail à un autre, ça peut aller d'un mois à 52 semaines. Wow. 52 semaines qui fait une année. Donc, d'un travail à un autre. Il y a des travails où il y a des jobs où que tu choisis, on te dit que non, bon, tu fais la première procédure d'entraînement jusqu'à finir, c'est par exemple 10 mois. Donc, ça veut dire 3 mois de formation comme militaire et puis 7 mois
cite-moi concernant simplement ta formation pour ton travail. Donc, c'est comme ça. Non, c'est intéressant. Mais sinon, alors, quels sont les avantages à être militaire américain? C'est quand même un prestige, hein? Quand tu viens de l'autre côté, de chez toi, bien sûr, et que tu arrives ici aux États-Unis, à un moment donné, tu t'enrôles pour servir au sein de l'armée américaine. Ça fait quand même élégant, hein? Et beaucoup, je sais, j'ai beaucoup de questions. J'aimerais, voilà, m'enrôler au service militaire, mais j'aimerais en savoir plus. Nous avons l'honneur ici et l'avantage de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner quelques avantages qu'il y a au fait de faire partie du service militaire aux États-Unis? Bon, l'avantage premier, d'abord, ce que je peux dire comme avantage, premièrement, c'est qu'il n'y a que 1% de la population américaine qui sert sous le drapeau. 1%. Wow. Il n'y a qu'1% de la population américaine. Donc, si on peut dire qu'il y a, par exemple, à peu près 1 million de personnes qui servent sous le drapeau. Donc, on prend dans les 1 million, dans les 1%, on prend ceux qui sont actifs, ceux qui sont dans l'armée, que ce soit full-time, part-time, qui sont en train de servir. Et puis, il y a de ceux-là qui sont des retraités. OK. Donc, on nous combine, ça n'est plus que 1% de la population américaine qui sont sous le drapeau. C'est vraiment un honneur d'être un militaire américain. Ici, toi-même, tu vas le constater. Quand tu portes cet uniforme-là, avec tout ce que tu as fait pour avoir l'uniforme, à la fin, tu vas te dire que non, tu es fier de toi-même. Tu es fier de toi-même. Il y a aussi l'autre avantage, c'est soit un peu, on accorde un peu de bénéfices, je peux dire du point de vue social, quoi. Okay. Donc, comme sur le point de vue de l'éducation. Donc, l'armée peut payer les études pour toi. Voilà, l'armée peut payer les études pour toi. Tu peux t'enrôler dans n'importe quelle université ici aux États-Unis. Si tu es un service member, l'armée peut payer les études pour toi jusqu'à ce que tu vas finir. Donc, si déjà en entrant dans l'armée américaine, tu avais déjà un diplôme de licence et que tu veux faire un master, l'armée peut payer pour ton master. Mais je sais qu'il y a beaucoup... Bon, nous allons revenir sur les avantages pour peut-être en énumérer un peu plus de ça. Par rapport à la réalité sur le terrain, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent cet avantage-là à leurs employés. Genre, ils vont rembourser ou bien prendre en charge vos études. Mais très généralement, ça se passe que tu vas devoir d'abord débourser ton argent, toi, pour étudier. Et quand tu as fini, tu présentes maintenant les titres que tu aurais obtenus, les diplômes ou quoi, je ne sais pas, que tu aurais obtenus après ton programme de formation. Et ensuite, ton entreprise va te rembourser, bien sûr. Quand tu présentes les bulletins, tu présentes également les différentes factures, ou bien les différents reçus des paiements et tout ça, et ensuite l'entreprise va te rembourser. Ce n'est pas le cas à l'armée, ou bien tu pars, c'est même qui prend en charge le reste? Non, ce n'est pas le cas dans l'armée. OK. Dans l'armée, on a des structures adéquates pour ça quand tu veux t'enrôler pour étudier. On a des steps avant que tu t'enrôles. Donc, tu veux que je prends une décision que je veux aller m'enrôler à telle université. Tu contactes, on a plein de gens. Tu contactes l'un des membres du service éducation. Mais si tu es full-time, tu vas juste dans ton unité, il y a une personne qui est chargée de ça. Et il va te dire, OK, c'est ça le chemin à suivre. Si tu es part-time, tu vas faire la même chose. Tu contactes au niveau de ton state. Tu leur contactes, tu vas juste dans le website de ton state, il y a un numéro de service Education Center, ils vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est toi-même qui vas c'est toi-même qui pars prendre l'inscription dans ton université de choix, ou bien tu donnes toutes les informations? C'est toi-même qui prends à l'université de ton choix. Mais si tu es state, si tu es part-time, tu ne dois que t'enrôler dans ton state. Tu ne prendras que les universités et collèges de ton state. Mais si tu es full-time, c'est nationwide. Oh, ça, tous les États-Unis. Oui. Donc, tu commences d'abord par eux.
Ils vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut remplir. Tu remplis ça, tu prends ton inscription à l'université et tu as l'armée comme backup. C'est eux qui vont payer.